Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames et bienvenue à HTV dans votre émission L'invité de H. De 0 à milliardaire, c'est ainsi qu'on l'a défini. Ancienne Bayam Selam, infirmière de formation, aujourd'hui entrepreneur, elle a même reçu le prix de Gifador de meilleure entrepreneur africaine de l'année 2019. Françoise Poinet, c'est son nom, affectueusement appelée Mami Nyanga, plus connue de par le monde. Aujourd'hui, elle est l'invitée de H, elle a accepté de venir nous voir. Bonsoir madame Françoise Poinet. Bonsoir, cher. Comment allez-vous aujourd'hui? Super. Nous, on est très heureux de vous recevoir ici. Pour moi, c'est un plaisir de venir découvrir les merveilles. Une première? Ah oui, des merveilles que font des Camerounais. Je suis très surpris, je suis très épatée et je vous souhaite les meilleurs. Je dis merci. J'espère que d'ici l'année dernière, vous serez parmi les premières chaînes camerounaises. Merci, je vais dire merci. Pourquoi pas d'Afrique? Je vais dire merci au nom de notre promoteur, parce que en son nom, je vais dire que c'est en son nom aussi que je suis ici sur ce plateau. On va directement commencer par la première question. Êtes-vous dans une secte? Non, pas encore. Pas encore? Je ne suis pas encore contactée. S'il me contacte, peut-être je peux rentrer, qui sait? D'accord. On ne sait jamais. D'où est-ce que sortent vos différents milliards? Quelle est la base, quel est le revenu en fixe de vos différents milliards? De 0 à milliardaire, c'est quand même une grande marche, on va dire. Un bond de lion, on va dire. Ouais, de rien à milliardaire. Je le dis avec beaucoup de fierté. Oui. Parce que vous savez, quand vous méritez quelque chose, vous pouvez parler de ça aisément. Mais quand vous ne méritez pas, vous ne pouvez pas parler de ça. De 0 vraiment à milliardaire, oui. C'est mon parcours. Je suis vraiment partie de rien. Et je suis aujourd'hui milliardaire et je l'affirme et je peux tambouriner dessus, je peux le dire partout. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas s'affirmer aujourd'hui, surtout dans le contexte actuel. Tout à fait. Oser dire qu'ils sont des milliardaires, mais moi je le dis. Je le dis et je suis fière. Et je dis aussi que je suis partie de rien parce qu'aujourd'hui... beaucoup de gens n'aiment pas les chefs, n'aiment pas revoir ceux qui les avaient vus nus. D'accord. C'est-à-dire? C'est-à-dire que de parler aujourd'hui que je suis une ancienne vendeuse de beignets, je le dis également avec beaucoup de fierté et beaucoup d'aisance. Oui. Beaucoup de gens n'osent pas parler de leur passé. Mais moi, je parle avec fierté parce que... C'est la base de votre réussite. Bien sûr, parce que je dis surtout tout haut ce que d'autres disent toujours tout bas. Oui. Donc, je suis fière de dire, moi, j'étais vendeuse de beignets, je suis une ancienne infirmière, je peux dire comment est-ce que j'ai fait pour bâtir ma fortune. Les autres ne sont pas capables de les justifier. Mais selon certaines sources, parce que j'ai fouillé, je vais dire que j'ai fait mes devoirs, selon certaines sources, votre fortune viendrait d'un mariage, d'une relation avec un personnage public camerounais qui a été ministre sans vouloir le citer. Vous pouvez toujours citer, vous savez... si vous me le permettez. Bien sûr, allez-y. Comme le ministre Kontchou Komeni, par exemple. Vous savez, que votre fortune sortirait de votre relation et c'est de là que vous êtes aujourd'hui milliardaire. Mais vous savez, le succès a toujours des parents. Oui. Et l'échec est toujours orphelin. Oui. Voilà le professeur Kontchou, qui est un compagnon à moi. Je ne veux pas le renier sur votre plateau de télévision. Oui. Je ne vais pas dire qu'il n'y ait jamais rien eu entre le professeur et moi, parce que j'assume d'ailleurs mes relations. Oui. Mais je tiens à vous rappeler que le professeur Kontchou n'est ni de près, ni de loin en ce qui concerne ma fortune. Et c'est pour ça que je tiens à apprécier votre audace. Beaucoup de gens n'oseraient pas me poser ce genre de questions, mais... je crois que ça va donner peut-être davantage de la lumière, de clarté aux Camerounais, exactement, à ceux-là qui croient que la fortune de Mami Nyanga est liée au professeur Kontchou, pour qui j'ai beaucoup de respect. J'ai beaucoup de respect au grand professeur. Mais vous savez, la vie d'une femme est toujours très très difficile. Oui. La vie d'une femme est très difficile parce que les uns et les autres pensent que une femme ne peut rien par elle-même. Et c'est ça aujourd'hui qui me détermine à tout faire pour tirer les autres femmes qui restent cloîtrées derrière ce mur au masculin, de se déterminer et de sortir de ce mur et de vivre par elle-même. Moi, je vous assure
Aucun homme ne peut prendre sa fortune pour donner à une femme. Ça ne se fait pas. C'est pas seulement avec le professeur Conchou, mais même si vous êtes avec un homme et que vous êtes marié avec lui, je vous assure, il ne vous filerait pas sa fortune. Parce que l'intérêt de l'homme, c'est d'abord de maîtriser la femme. Exactement. Mais bien sûr, et si vous donne la fortune, il va vous maîtriser encore comment? Non, ça peut puisque même ceux, même les dames, même les femmes qui ont, les hommes font tout pour les retirer ce qu'elles ont, même par elles-mêmes, pour pouvoir les contrôler. Puisque si elle a, vous allez la contrôler comment? Vous savez, comme je suis une électron libre. Oui. Je suis une électron libre parce que je suis fière de ma fortune, parce que je l'ai bâtie par moi-même. Par vous-même. Je peux parler de ma fortune de 10 jours. Je peux parler de ça pendant 10 jours. Imaginez-vous un professeur, le ministre d'État Conchou, qui a été ministre de la communication. Il y a été, je crois, pendant 7 ans. Je ne le connaissais même pas avant. Il est allé ministre des Affaires étrangères. Je crois pendant 3 années. Oui. Il y a même certaines personnes qui quelquefois m'ont demandé, mais et la valise qui était portée disparue, est-ce que ce n'était pas chez vous la valise? La question je vous la pose. Je dis mais voilà quelqu'un que je connais même pas avant. Je connais pas les valises. Je n'étais ni au départ de la valise, ni à l'atterrissage de la valise. Je n'étais nulle part en chemin concernant la valise. Mais aujourd'hui, les uns parce qu'ils veulent entacher ma fortune. Parce que les Camerounais, je vous assure, sont des personnes très jaloux. Certains Camerounais, parce qu'ils veulent entacher ma fortune, parce qu'ils veulent dire, mais elle a pris tout ça où? Ils disent, mais c'est le professeur. Hier, c'était le professeur. Mais aujourd'hui, ils disent autre chose. Peut-être si vous n'êtes pas au courant, je préfère. Oui, je suis au courant. Voilà, hier c'était le professeur. Peut-être on n'en fera pas mention. Mais aujourd'hui, c'est d'autres dont je dis vraiment, mais ça ne m'empêche pas de faire mon petit bout de chemin. D'accord. Ça ne m'empêche pas du tout. Je continue le travail et je suis sûre que je vais continuer à multiplier ces milliards que j'ai aujourd'hui et à les consolider. Justement, parlons de travail. Vous avez le Mami Nyanga Tour qui fait office d'aide aux orphelins, aux prisonniers. Vous avez les recettes de Mami Nyanga qui a le rapport avec les Bayam Selam, on va dire ça comme ça, que vous étiez à l'époque aussi. Quand vous vendiez des pagnes et alors Benon, Cotonou et tout. J'ai même vendu au marché de Mokolo ici. Voilà. À la Sauvette. Dans le Mami Nyanga Masterclass, la fondation Puéné. Pour vous, c'est une base de fonctionnement entrepreneurial. Quel est l'apport que cela a pour le Cameroun en général? En fait, je crée déjà la fondation Puéné pour la liberté. Oui. Ça, c'est en 2013. Parce que j'ai séjourné pendant plus d'une année à la prison centrale de Douala. Et j'ai eu l'opportunité. Vous y allez séjourner? Séjourner, bien sûr. J'ai fait 13 mois de prison. Mais qu'est-ce qui s'était passé? J'y arrive. Merci. Donc, je suis sortie de cette difficulté où j'ai donc mis sur pied cette ONG parce que j'ai eu l'opportunité de toucher du doigt les difficultés des Camerounais en milieu carcéral. Et je me suis rendu compte que les détenus au Cameroun, ils ne perdent pas seulement leur liberté, ils perdent la dignité, ils perdent même l'humanité. Parce que dans la prison de Douala, où moi j'y ai séjourné pendant 13 mois, c'est une prison qui avait été construite, je crois, dans les années 57-60, et c'était pour 500 détenus. Mais aujourd'hui, on est à plus de 5000. Et c'est pour ça que je parle d'humanité. Et donc, j'étais froidement blessée. Et je suis sortie donc de cette pénible et triste difficulté. Et j'ai donc mis sur pied dans cette ONG qui aide les détenus en milieu carcéral qui sont en manque d'assistance judiciaire. Parce qu'il y a aussi beaucoup de détenus qui séjournent pendant 6 mois, une année, sans être jugés parce qu'ils n'ont pas d'assistance judiciaire. Ça, on leur apporte dans les prisons du Cameroun. Et on les procure également les cours de procédure pénale. Dans presque toutes les prisons du Cameroun, on l'a déjà fait. Et en particulier
je paye les amendes, les dépenses pour tous les prisonniers qui ont puisé leur peine, mais qui ne peuvent pas sortir de la prison parce qu'ils n'ont pas payé les amendes, les dépenses. Donc, je paye ça pour eux. Et je l'ai fait déjà pour la prison de Douala. Je l'ai fait pour la prison de Nkondengui. Et l'année dernière, je l'ai fait pour la prison de San-Mélima. Donc, mais ce qui est très difficile et qui me choque et qui me gêne, c'est qu'à chaque fois, j'essaye quand même de faire des statistiques pour voir quels sont devenus ces détenus qui ont été libérés. Malheureusement, par exemple, dans le cas de Nkondengui ici, plus de la moitié y était retournée avant 6 mois. Exactement. Oui, par manque d'insertion dans la société, parce que quand ils rentrent dans la prison, ils perdent tout de l'extérieur. Ils sont complètement abandonnés, même par leur famille. Donc, quand ils ressortent, ils n'ont plus de repères. L'insertion générale, c'est moi qui dois la chercher. Non, c'est pas eux qui doivent chercher. Parce que quand ils rentrent d'ailleurs dans la prison, ils rentrent comme des délinquants primaires. Mais quand ils ressortent de la prison, ils ressortent comme des bandits de grand chemin. Exactement. Donc quand ils sortent maintenant, ils sont dehors. Qu'est-ce qu'il leur reste à faire? Puisqu'ils n'ont plus de repères. Ils ont été abandonnés. Ils ont été abandonnés par leurs parents. Donc il n'y a pas de mécanisme d'insertion sociale pour les jeunes qui ont perdu la liberté et qui l'ont recouvrée. Mais je ne ferai pas tout. Mais je dis que c'est un constat que j'ai fait qui est quand même malheureux de constater que vous faites libérer 100 jeunes de la prison et qu'au bout de 6 mois, la moitié retourne et pour des fautes plus graves. Parce que pour certains, vous voyez, certains rentrent même parce que défaut de cas d'identité. Et ils sont condamnés pour 3 mois. Ils restent les 3 mois. Et vous payez les amendes pour eux. Vous leur payez la carte d'identité. Ils sortent de la prison. Mais ils n'ont plus où aller. C'est une raison pour laquelle on ne peut pas voler? Non, c'est pas une raison. S'ils n'ont pas où aller et qu'ils ont appris à voler dedans, qu'est-ce qu'ils deviennent? Non, mais vous avez parlé d'insertion. Dans les cours que vous donnez dans les prisons, par exemple, vous apprenez aux jeunes? Non, je ne donne pas les cours dans les prisons. Je donne les formations chez les femmes, dans les marchés, dans les universités. En prison, je ne forme pas les gens. Mais je dis parce que les jeunes qui rentrent dans la prison, à l'intérieur de la prison, ils n'ont pas été formés. Ils n'ont pas été formés. Donc, quand ils sortent de la prison, qu'est-ce qu'ils apprennent en prison? Ils sont rentrés comme des délinquants mineurs. Mais maintenant, dans la prison, parce qu'on ne les a pas pris en charge. Quand ils ressortent dans la prison, mais ils sont des grands bandits. Ils apprennent ça de là-bas. Et ceux qui s'y sont restés, les téléguident également de là-bas pour cambrioler dehors. On est d'accord. C'est ça. Donc maintenant, si le ministère des Affaires sociales fonctionnait normalement, c'est que ceux-là qui sortent des pénibles difficultés comme ça devraient avoir donc une reprise en main dans les formations, dans l'insertion sociale dans la société. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, exactement. Je vais revenir sur ce que quand je disais dans les cours que vous donnez. C'est pas vous particulièrement. Je veux dire, en gros, dans les prisons, il y a des cours de prise en charge. On fait comprendre on va appeler ce délinquant qui est là en prison que non, c'est pas bien, il faudrait changer de chemin puisqu'il y a des diverses activités. À partir de là, c'est déjà une forme de réinsertion, Madame Françoise Penet. Non. C'est une forme de réinsertion. Non, mais de là, de quitter et de ressortir. On ne peut pas faire une réinsertion sociale à l'intérieur de la prison. C'est une forme de morale. Non, vous pouvez vous réinsérer dans la société qu'une fois sorti de la prison. Et c'est ça que je déplore. Je dis que quand on rentre dans la prison au Cameroun, on perd tout. Parce que ces jeunes-là qui rentrent dans la prison, normalement, devraient être encadrés à l'intérieur de la prison. Mais dans les prisons, aujourd'hui au Cameroun, il n'y a pas de formation. Donc, ces jeunes ne sont pas encadrés. Dès qu'ils entrent en prison, ils sont mis en jachère. Et c'est pour ça qu'ils ressortent donc de là-bas comme des guerriers. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, dans toujours votre parcours, on va dire que vous avez déjà plus de 25 ans quand même de carrière. Je suis à plus de 30 ans maintenant. Voilà, 30 ans déjà. Vous êtes, j'ai commencé les affaires très très jeune. J'ai commencé par... j'ai fait des mariages précoces. Je suis allée en mariage, j'avais
j'avais 15 ans. Oui, le chef de votre village. De mon village, parce qu'en fait, à l'époque, tout ce qui était bien était réservé au chef. Au chef, y compris les belles femmes du village. Regardez à l'instar de vous. Ah, bien sûr, vous êtes une très belle femme. Regardez comment je suis maintenant. Imaginez, il y a 30 ans, comment j'étais. Il y a plus de 30 ans, comment j'étais. Donc, j'ai fait ce mariage précoce. Et puis, par la suite de ce mariage, j'ai été repudiée. À cause de votre comportement que le chef n'acceptait pas. Vous étiez plutôt délinquante aussi, on va dire. Oui. Insoumise. Une insoumise. Oui. Donc, je n'ai pas vraiment été tout à fait correcte. Et j'ai donc été répudiée. Et je suis rentrée chez mes parents. Et je me suis déterminée à rentrer à l'hôpital, continuer mon travail. Je suis une infirmière. Je travaillais à l'UTM de Banca. Oui. Ça étonne à tout parce que est-ce que si vous étiez resté dans ce mariage, vous serez aujourd'hui Mamie Nyonga qu'on connaît tous et qu'on aime tous? On ne sait jamais, peut-être même plus. Peut-être. Mais bien sûr. Peut-être pas aussi. Peut-être pas aussi. Vous savez, il n'y a pas le hasard dans la vie. Il était prévu que je serais sur ce plateau aujourd'hui et je suis là. Donc, le fait que je sois partie précocement de ce mariage, je ne veux pas dire que c'était super bien pour moi, non. Mais je veux dire que tout ce que Dieu fait est bon. Chaque chose arrive à point nommé. Alors. Voilà, c'est ça. Ok, on parlait de votre carrière qui va déjà dans la trentaine aujourd'hui. Vous avez fait beaucoup d'œuvres. On va dire que vous n'êtes pas mal assise dans le monde de l'entrepreneuriat. Mais bien sûr, puisque je ne suis pas seulement prospère au Cameroun. Exactement. J'ai mes entreprises au-delà des frontières. Je suis propriétaire d'hôtels en Angleterre. Oui. Et ça, c'est au pays des Blancs. Donc, à la limite, si on ne me considère pas ici, là-bas, ils vont me considérer. Ah non, si vous n'étiez pas considéré, vous ne serez pas ici. Hein. C'est parce que vous êtes considéré que vous êtes ici. Voilà. Et surtout vos œuvres. Hein. On va parler de votre détermination à accompagner la jeunesse. Selon vous, la jeunesse camerounaise aujourd'hui est plutôt dormante. Et pour vous, l'élan est mis de les relancer, de pouvoir réaliser leurs rêves. Vous pouvez nous en parler, nous dire un peu plus par rapport à ça? En fait, je vous ai parlé très rapidement de l'ONG. Oui. Et j'ai créé depuis 2015 le Mamie Nyanga Tour. Oui. En fait, de Mamie Nyanga Tour, dedans, vous avez même cette ONG qui est dans le Mamie Nyanga Tour. Mamie Nyanga, oui. J'ai fait comme un rêve pour lancer ce concept parce que je me suis rendu compte que les jeunes, et en particulier les femmes, sont complètement en perte de vitesse. Vous parliez tout à l'heure du professeur Conchou. Oui. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne croient pas qu'ils peuvent réussir par eux-mêmes. Sans l'appui d'un homme à côté. Sans l'appui de quelqu'un de réseau, d'un homme, toujours. Les gens ne veulent plus travailler. Peut-être parce que le système leur a montré que sans appui, on ne peut pas évoluer. Les gens ne veulent plus travailler parce que, effectivement, comme vous le dites si bien, depuis quelques années, les mauvaises modèles ont été mis en exergue. Oui. L'enrichissement illicite, les gens qui arrivent à des postes sans justifier leur parcours, le génie qui est mort dans l'œuf, l'injustice dans le travail. Oui. Donc tout ça a complètement fragilisé la société parce qu'aujourd'hui, la non-reconnaissance de mérite, parce qu'aujourd'hui, vous avez et ça ne concerne pas seulement les hommes d'affaires, ça concerne même des hauts fonctionnaires. Oui, les médiocres ont pris le devant et la méritocratie n'est plus celle qu'on attendait. Bien sûr, c'est de ça qu'il s'agit. Et moi, je vous assure, si on réussissait à réinstaurer le mérite dans le travail, la justice dans le travail, l'éthique dans le travail et réussir à remoraliser la société, je vous assure, on peut transformer le Cameroun et l'Afrique. Et c'est ça ma motivation, c'est ça ma détermination, à faire rêver les jeunes, les femmes, à croire qu'elles peuvent arriver là où je suis par le travail. Vous ne pensez pas que c'est un couteau à double tranchant, Mamie Nyanga? Non, mais pourquoi? Parce que moi, en tant que jeune, si je rêve trop, je peux vouloir entrer dans ce qui, justement, peut me motiver à avoir ce que vous avez eu ou bien vous avez pu recevoir ou emballer au fil des années.
Comment rêver trop? Bah, je peux Est-ce qu'il y a une être limite dans le milliardaire rêve? non, je peux être milliardaire comme Mamie Nyonga Ouais. et décider d'entrer dans un cercle exotérique, par C'est exemple. ça justement qu'il faut éviter. Il faut éviter. C'est là Je que dis donc devient qu'il le faut couteau à pas- double tranchant. Je dis donc qu'il ne faut pas croire que c'est ce chemin-là qu'il faut prendre. Exactement. Il faut croire qu'on peut réussir par son travail. Oui. C'est ça. Il faut croire que on peut arriver au niveau de Mamie Nyanga simplement par le travail. Oui. Mais aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus de ça. Ils ne veulent pas. Parce qu'en fait, les modèles qui ont été mis en avant sont ceux-là qui ne peuvent donc pas justifier. Exactement. Et pourquoi donc les jeunes vont travailler? Ils se disent, mais pourquoi c'est à mon tour qu'il y a le travail? Les autres n'ont rien fait. Ils ont été à l'ENAM, ils y sont séjour, ils ont fait 2 ans, ils sont sortis. 5 ans après, ils ont un immeuble. 6 ans après, ils ont des Land Cruiser, ils ont les Prado, Oui. ils ont construit au village, ils roulent avec 5 voitures. Pourquoi voulez-vous que moi je Moi, je travaille? travaille. C'est ça le problème. C'est ça parce qu'aujourd'hui, les fonctionnaires sont plus riches que les hommes d'affaires. Oui. C'est ça, c'est une société qui va à une fausse vitesse. Et c'est pour ça que moi je dis, et si chacun nettoyait devant sa Sa cour, cour. est-ce que le village ne serait-il pas propre? Je dis, mais moi je lance le Mamie Nyanga Tour, je lance la formation des femmes, Masterclass dans aussi. je lance la formation d'abord des femmes dans les marchés, Oui. dans les universités. Ce que je dis là, moi je dis ça dans les universités. J'étais là, il y a quelques semaines, j'étais à Lyrique Oui. pour former les jeunes, pour les coacher, pour les dire qu'ils peuvent arriver par eux-mêmes. C'est de ça qu'il s'agit, pour les donner du courage, vaincre la peur, se déterminer définitivement. Oui. Vous savez, j'ai été tellement embêtée que j'ai même créé un nouveau mot dans le vocabulaire français, l'exclusite, dont les Camerounais souffrent à 90%. L'excusite. L'exclusite, la maladie de l'excuse, c'est toujours la faute des autres. D'accord. Oui, les gens ne veulent pas se prendre en charge. C'est toujours la faute des autres. Je ne peux pas réussir au Cameroun aujourd'hui parce que je ne suis pas boulot. D'après les gens. D'après les autres, bien sûr, mais moi j'ai réussi, je ne suis pas boulot. Pas du tout. Bien sûr, je ne suis pas de la région du Sud, mais je suis fière aujourd'hui de raconter, de dire que j'ai réussi. Et les Camerounais peuvent se déterminer à réussir comme moi. À travers le travail. Bien sûr, et c'est nous qui devrons définitivement couper ce cordon ombilical. C'est nous qui devrons définitivement amener cette justice dans le travail. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Personne ne peut aimer le Cameroun plus que les Camerounais. On est d'accord. Ne croyez pas, personne ne peut vous aimer plus que vous-même. Et personne ne peut vous donner de la valeur plus que vous-même. Imaginez-vous, on est dans un pays où rien n'est fait, où les jeunes manquent quoi faire, au point où le chômage a percé le plafond. Mais c'est une catastrophe. Comment on peut manquer quoi faire Oui. alors que rien n'est fait? Les universités ne sont pas construites, les autoroutes ne sont pas construites, les aérogars ne sont pas construites, l'agriculture n'est pas modernisée. Vous imaginez combien de Camerounais tombent en mer parce qu'ils s'en vont à la terre promise? Beaucoup. Parce qu'ils partent du Cameroun, Beaucoup. parce qu'ils trouvent qu'il n'y a rien à faire. Pourtant, tout est à faire ici. Mais c'est quel paradoxe. Mais justement, vous dites Mais aux c'est jeunes quel que tout est à paradoxe. faire ici. Mais bien avec sûr. ce système, comment Mais est-ce bien qu'on sûr. peut faire alors, Mamie Nyonga? Avec ce système, Suivre comment on déjà peut mes faire? conseils. Oui. Suivre déjà mes conseils. Tout le Avoir monde n'a un pas cette bel chance-là. environnement. Tout le monde n'a pas cette chance de vous écouter. Mais- Quel est l'exemple qu'un enfant, monsieur Lambda, Mais qui vit dans un village, pourrait faire? pour S'il ne pas- y avait donc 10, 15 Camerounais comme moi Oui. qui se déterminent à encadrer, à former, à soutenir les jeunes, vous savez l'impact que ça peut avoir dans la Un société. grand impact. Mais je ne Malheureusement, peux pas on n'en a tout pas. faire. Mais Je, malheureusement, peux on n'en pas- a pas. je ne peux pas tout faire, c'est pour ça que je profite de votre plateau Oui. pour inviter ceux qui se cachent encore de sortir de leur trou pour venir me rejoindre pour qu'ensemble nous formions les Camerounais et que nous les encadrons. Ils ont besoin de cet encadrement. Les jeunes sont en perte de vitesse, pourquoi? Vous savez, vous rentrez dans une salle de classe de plus de 100 élèves. Oui. Quand vous demandez qu'est-ce que vous voulez devenir demain, ils ne savent même pas pourquoi ils sont à l'école. Peut-être parce qu'ils n'ont pas eu Ils de vision que ne ça. savent pas. Ils ne savent pas. Je me demande aujourd'hui qu'est-ce que devient le conseil d'orientation dans les établissements. lycées. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Eux aussi sont peut-être en panne. En Mais panne. c'est grave. Et nous devons être cohérents. Nous devons regarder, savoir que bon, voilà où on a fauté. Et maintenant, voir qu'est-ce qu'il faut faire. Oui. Et c'est pour ça que moi, à mon niveau,
parce que sachant que je ne peux pas tout faire, j'ai lancé dans le Mami Nyanga Masterclass. Oui. Après le Mami Nyanga Tour, où j'ai fait pratiquement tous les grands marchés. J'ai déposé d'ailleurs mes valises en prélude de 8 mars dans le Grand Septentrion, où j'ai formé les femmes là-bas en milliers. J'étais même surpris de voir les femmes déterminées, les femmes avec les voiles sur la tête déterminées à réussir. C'est ça. Et c'est nous, parce qu'on a un voile sur la tête. C'est ça que j'ai dit, mais j'étais quand même surprise de voir ça. J'étais quand même surprise de voir que je vais dans le Grand Septentrion et j'ai des femmes à former en milliers. Moi, j'étais impressionnée. Peut-être vous, ça vous impressionne. Ça impressionne, ça impressionne. Mais moi, personnellement, j'étais impressionnée. C'est un élan de cœur. Et si j'ai lancé le Mami Nyanga Masterclass, ce n'est pas tout à fait même de ma volonté. Ah oui? C'est les jeunes qui m'écrivent sans cesse, qui veulent davantage de conseils, qui veulent davantage d'encadrement. C'est pour ça que j'ai lancé le Mami Nyanga Masterclass. La première édition a eu lieu il y a quelques semaines, mais je vous assure, c'était un grand succès. J'y étais. Moi, je ne m'y attendais pas. Oui. J'ai lancé ça comme ça, au bout de 48 heures. On avait 150 personnes. Et ce n'était même pas gratuit. C'était payant à 60. C'est de ça que je voulais parler. Ce Mami Nyanga Masterclass, oui. je peux en parler aisément parce que j'y étais. Oui. J'ai vu pas mal de jeunes, et pas que les jeunes. On avait des fonctionnaires, on avait des chefs d'entreprise, on avait des entrepreneurs. Et pourquoi 66 000 francs CFA? À la hauteur de l'inscription, c'était 66 000. Pourquoi 66 000 francs CFA? C'est pas l'inscription, la formation. La formation, tant pour moi. Pourquoi 66 000 francs CFA? C'est la manifestation d'intérêt. Parce que je ne voudrais pas que les uns viennent perturber les autres. Parce qu'au moins, quand vous êtes engagé à payer 66 000 francs, vous avez quand même l'obligation d'être là tous les jours. Exactement. Je ne voudrais pas avoir des jeunes qui viennent aujourd'hui, qui viennent parce qu'ils n'ont rien à faire. Je voudrais des gens qui sont conscients, qui viennent vraiment suivre cette formation. Déterminés à leur objectif. Déterminés à suivre cette formation. Et vous avez vu, on avait 70 personnes à peu près. Ils sont venus tous les jours pendant 14 jours. Moi, j'étais très impressionnée. Et à la fin de cette formation, on a sélectionné 4 meilleurs projets parce qu'on les a aussi formés en montage des projets. Je peux vous parler un peu des différents modules. Oui. On avait l'intelligence financière, le marketing de réseau, la force de vente, le leadership, le montage des petits projets et surtout le module que je fais très souvent, le développement personnel. Oui. Donc, à la fin, on a sélectionné, il y avait un jury, ils ont sélectionné 4 meilleurs projets. Et ces gens qui ont été formés, je les ai envoyés maintenant dans une formation plus longue de 3 mois. Donc, je les ai envoyés à Ndingela, qui est non loin de Yaoundé. Je paye la formation, je paye la restauration, je paye l'hébergement. Vous prenez toutes des charges. Et ils vont y séjourner pendant 3 mois. Et quand ils sortiront de là maintenant, je vais maintenant les financer pour s'installer dans la société. Parce qu'il ne suffit pas seulement de financer, il faut d'abord bien former avant de financer. Oui. Vous avez vu à cette formation, j'ai reçu des jeunes qui ont fait des témoignages, des gens qui ont reçu l'argent pour des projets, et ces projets n'ont jamais vu le jour. Parce qu'effectivement, ils n'étaient pas bien formés, ils n'étaient pas bien encadrés. Bon, il ne suffit même pas de donner de l'argent aux jeunes. Et c'est pour ça que je dis, moi, je suis tellement fière aujourd'hui de voir que je ne distribue pas le pain ou le poisson, mais que j'apprends à la jeunesse à pêcher. D'accord. On va donc rester dans ce cadre-là de votre travail entrepreneurial. On va dire que vous êtes un exemple d'une génération, une jeune génération qui se modélise par rapport à vous. Vous avez eu des prix. Moi, je ne vais pas me juger, mais je préfère laisser les autres me juger et je continue de travailler. Mais je donne ce que je peux. Oui, en donnant ce que vous pouvez, donc vous avez eu un prix dernièrement, le 6 juin dernier, à Paris, le prix du GIFA d'or, et vous étiez la meilleure entrepreneure africaine. Oui. Devant toutes ces grandes femmes. Ah oui. Vous y attendiez? Je ne m'y attendais pas parce que ça ne s'est pas passé comme au Cameroun où il faudrait faire les demandes. Il faut faire les demandes pour avoir des distinctions. Moi, je n'ai rien demandé et c'est leur comité d'organisation qui ont porté le choix sur ma modeste personne et j'étais très heureuse de recevoir ce prix. Nous étions d'ailleurs 2 Camerounais à recevoir ce prix.
Moi, je l'ai reçu et M. Kavralibi aussi, oui. l'a reçu comme Meilleur jeune politicien. Jeune politicien. Oui, de l'année. De l'année. Donc, moi, j'étais... Vous étiez bien accompagnée, alors? J'étais plus ou moins heureuse de voir que le Cameroun était très, très honoré. Nous avions d'ailleurs posé les gerbes de fleurs à l'Arc de Triomphe, oui, sur le tombeau de soldats inconnus. C'était une très grande marque de confiance, oui, suite au chant de la Grande Marseillaise. C'était tellement impressionnant, c'était bien. D'accord, on va dire que vous avez passé un bon moment à Paris alors. Ouais, c'était bien, c'était bien. Malheureusement, ici chez nous, comme je le disais avec vous tout à l'heure, le mérite n'est pas reconnu. Oui. Et la société ne va définitivement se construire que par la reconnaissance du mérite. Parce que les gens ne veulent plus faire des efforts. Parce qu'ils savent qu'à la fin, comme ils ne seront pas récompensés, bon, ils ne font pas d'efforts. Ils se disent, bon, ben, pourquoi faire des efforts puisque je ne vais rien recevoir en retour. Donc, j'invite les uns et les autres à croire que c'est le travail qui paye. C'est le travail qui va payer. Bon. Et j'ai d'ailleurs discuté avec des amis là-bas. Ils me disent, mais au 20 mai, on ne vous a pas vu, vous n'avez pas eu de prix. Je dis, mais moi, je ne vais pas commencer à pleurer comme Longuet ou les autres là, parce qu'ils ne reçoivent rien, ils se mettent à pleurer. Moi, je ne pleurniche pas, je continue de travailler. Parce que c'est relative à ce 20 mai là, j'ai des amis qui m'ont invité, ils me disent, mais mamie, tu viens chez nous après le palais prendre un verre. Je demande à cet ami, je dis, mais il y a quoi chez vous après le 20 mai? Il me dit, mais ma femme prend la médaille. Je dis, mais l'année dernière, c'était vous. Cette année, c'est votre épouse. Peut-être elle a fait une demande, comme vous avez dit, mais c'est une question de demande. Peut-être elle a fait une demande. Je dis, est-ce que c'est devenu votre chant? Que chaque année, on vient chez vous après le 20 mai pour fêter les médailles. Je dis, je ne viendrai pas. Ce n'est pas parce que je suis jalouse. C'est pour ça que j'ai dit que je ne pleurniche pas. D'accord. Mais je dis, il faudrait quand même qu'il y ait un peu plus de l'équilibre, un peu plus de la justice. Okay. Et il ne faudrait pas toujours que les gens attendent qu'on vienne demander. Oui. Qu'ils donnent des distinctions. D'où la méritocratie. Que les gens méritent, oui, et qu'ils vous appellent et qu'ils vous donnent des distinctions. D'accord, on va dire que Longuet, hein, pour revenir à ce chapitre, il a pleuré. Non, il a marqué le Cameroun, on va passer dessus. Ouais. Et on va parler d'une autre récompense que vous avez eue en Centrafrique. Oui. Et qui a été décernée par le président, l'excellence Faustin Touadéra. Oui. Et c'était le commandeur national de l'ordre national. Non. Commandeur de l'ordre de la reconnaissance centrafricain. Oui. Oui, le président de la République centrafricaine m'a élevé à ces grades suite justement à des formations que j'ai faites en Centrafrique pour les femmes et les jeunes et dans les universités là-bas. Il a eu certainement un très bel écho de mon passage en Centrafrique. Oui. Et ils ont décidé donc de m'élever au grade du grand commandeur de l'ordre de la reconnaissance centrafricaine. Oui, je n'ai pas aussi demandé, même là-bas, je n'ai pas fait de demande. J'ai reçu seulement la reconnaissance depuis le Cameroun. J'étais d'ailleurs déjà rentrée ici, que j'ai reçu que le président de la République m'a élevé au grade du grand commandeur. Je n'avais rien demandé. Vous ne demandez pas, peut-être parce que vous travaillez bien et que ce n'est pas dans tous les pays qu'on demande pour avoir une médaille. Je ne sais pas comment ça se passe en Centrafrique. Je ne sais pas comment ça s'est passé avec les gifadors. Je ne sais pas également comment ça s'est passé. Moi, j'ai été aussi reçue suite à ma formation à Abidjan, il y a 2 mois aujourd'hui, au Forum des grands bâtisseurs d'Afrique, où j'ai également reçu la récompense de meilleur bâtisseur au féminin. Exactement. En Afrique. Je n'ai aussi rien demandé. C'était suite à cet forum où j'étais l'une des panélistes avec le directeur de la Banque de l'Afrique de l'Ouest et le directeur général du Trésor de la Côte d'Ivoire. Donc, suite à cette formation, j'ai reçu donc cette distinction. Et vous ne demandez toujours rien. Heureuse. Voilà, je ne demande rien. On va dire. Je ne vais rien demander. Et on va dire que c'est votre travail qui vous permet d'avoir ça. Il s'est reconnu ailleurs. J'ose croire que c'est le travail, parce que vous savez, nul n'est prophète chez soi. Ne croyez pas. Donc, nul n'étant prophète chez soi, j'ose croire que je vais de toute façon continuer de travailler et les récompenses nationales
vont finir par arriver. Elles viendront, on va dire ça comme ça. Et je vais donc citer Simone de Beauvoir dans Le Deuxième Sexe, qui a été édité en 1949, où elle dit « Selon nous, on ne naît pas femme, on le devient ». C'est ce que vous pensez? Bien sûr, bien sûr. Et puis, moi, je vais vous dire, les femmes, une femme, c'est quoi? Une femme, c'est un être humain. Pour moi, tout court. Parce que ce que les gens demandent aujourd'hui, vous savez, les gens clament tant l'équilibre. Oui, la parité des sexes, l'égalité des sexes. Mais je vais vous dire, oui, cet équilibre était déjà depuis ma naissance. Oui, parce que moi, quand je suis née dans ma famille, ma mère était déjà autonome. Parce qu'aujourd'hui, quand j'entends l'autonomisation des femmes, moi, j'appelle ça des gros mots. Une commerçante, une grande commerçante. Non, ma mère n'était pas une commerçante. Ma mère était une ménagère. Mais c'est elle qui s'occupait de la famille. Parce que c'est elle qui faisait le champ. D'accord. On vivait de produits qu'elle ramenait du champ. Et elle vendait même une partie pour payer les impôts de son mari. Oui, c'est là que déjà son commerce commence. Mais c'était déjà l'autonomisation. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois, on dit, mais les femmes, on parle de l'autonomisation des femmes. Mais les femmes étaient déjà, à cette époque-là, autonomes. Moi, j'ai appris seulement très récemment qu'un homme doit rationner une femme. Moi, je n'ai pas connu ça. Moi, je suis allée en mariage à la chefferie. Je n'ai non plus connu ça. Parce que le chef ne rationne pas sa femme. Ce sont les femmes du chef. Hein? Et on fait comment pour manger alors? Mais vous allez au champ. Quand vous rentrez dans le mariage, tout ce que votre mari doit vous donner, ce n'est que le logement. Et vous faites le reste. C'est dans la vie mondaine que moi j'apprends que c'est l'homme qui doit payer le courant, qui doit payer l'eau, qui doit payer la nourriture. Moi j'apprends ça dans la vie moderne. Moi je n'ai pas connu ça. Moi personnellement je suis allée en mariage, je n'ai pas connu ça. Et j'ai grandi avec ça. Et c'est peut-être ça qui me transforme. Moi je ne sais pas comment je peux être avec un homme et j'attends qu'il m'achète la voiture, j'attends qui m'achète les vêtements. Moi, je connais pas. Vous blessez beaucoup de femmes, là, hein, non, moi, je ne connais pas ça. Vous blessez beaucoup de femmes. Et les femmes ne vont avoir le respect simplement que quand ils vont s'autonomiser. C'est dans l'autonomisation que les femmes vont se déterminer. Oui. Et c'est dans l'autonomisation que même les hommes vont respecter les femmes. Quand vous n'êtes pas autonome, pourquoi vouliez-vous qu'on vous respecte? Si vous allez aller pleurnicher, après quelque temps, demander ceci, demander cela, pourquoi vous voulez qu'on vous respecte? Et c'est pour ça que je les invite à se déterminer, à s'autonomiser, à croire qu'elles valent plus que les autres ne croient. C'est ce que les hommes le croient. Bien sûr. D'accord. Alors, Mami Nyonga, on va revenir sur vos différentes activités. On a parlé du Mami Nyonga Tour, on a parlé de la recette de Mami Nyonga, on a parlé du Mami Nyonga Masterclass, on a parlé de la Fondation Pionnier pour la Liberté, les principaux projets que vous avez soutenus tout au long de l'année 2018-2019. Quelle est la prochaine étape? C'est pas seulement depuis 2018. Moi, je vous ai dit que je fais ça depuis 2015. Je dis en termes de, comme par exemple Mami Nyonga Masterclass. Mami Nyonga Masterclass, ça c'est 2019, mais les autres c'est depuis pour l'année 2013, 2015, 2017. Oui, pour l'année 2018-2019. Oui, aujourd'hui on va mettre les valises dans les prochains jours sur Abidjan. Oui. Pour continuer le Mami Nyonga Masterclass. Et après Abidjan, on va mettre les valises à Douala. Voilà, on a déjà à peu près une cinquantaine de jeunes qui se sont déjà manifestés à Douala, qui sont inscrits. À Abidjan, on a déjà une centaine de jeunes et des femmes. Donc voilà. Cette année-ci, on va faire, avant la fin de l'année, on va faire la Côte d'Ivoire et on fera également la ville de Douala. La ville de Douala, la Côte d'Ivoire, on va dire que votre pas, il ne fait qu'aller grandissant. Et pour le bonheur de la jeunesse camerounaise. Ah ben oui, je serais si heureuse parce qu'aujourd'hui, ce qui m'anime davantage, c'est que quand je pense, je dis, mais si je partirais de cette terre maintenant, qu'est-ce que je vais laisser? Certainement, je laisserai les immeubles, je laisserai même mes grosses escampins, je laisserai les meubles. Mais je voulais laisser autre chose à la prospérité. Et qu'est-ce que c'est? Le développement personnel, l'intelligence financière, le courage, vaincre la peur, la détermination, s'autonomiser,
croient qu'on peut construire le Cameroun par nous-mêmes. Voilà ce que je vais laisser à l'humanité. Je ne vais pas laisser les meubles, les immeubles. Ça, je peux laisser, mais je vais laisser autre chose, la transformation de la jeunesse. Donc, le plus important pour vous, c'est de laisser dans la tête ce qui est marquant dans la tête. Et la chose la plus former les jeunes. Oui. C'est ça. Ce qui est ce que le Franco-Hôtel restera. Il sera là. C'est pour ça que je vous dis, je peux laisser les murs. Je peux laisser même mes escampins. C'est la tête vous savez combien des escampins j'ai. Mais je vais laisser autre chose. D'accord. Alors, Mme Nyonga, on va tout simplement dire qu'on a été très heureux de vous recevoir ici aujourd'hui. C'est toujours un plaisir qui va certainement se renouveler dans d'autres activités. Bah bien sûr, parce qu'on est désormais partenaires. Ben voilà. Avec HTV. Ben voilà. C'est pourquoi je vais vous laisser le soin de donner un dernier mot à la jeunesse, par exemple. Oui, mais à la jeunesse, je vais leur demander d'avoir le courage et de se mettre au travail. Et de cesser, parce qu'en fait, le Cameroun est transformé aujourd'hui parce que les Camerounais sont rentrés dans l'attitude des... Comment je vais dire? Je ne voulais pas dire des gros mots sur votre plateau. Je voulais dire que les Camerounais ont complètement perdu confiance en eux. Bah, et je les invite donc à avoir donc cette confiance, à se déterminer et à me rejoindre dans les masterclass pour que ensemble nous construisions le Cameroun et l'Afrique. Et bien, construire le Cameroun et l'Afrique, ce sont les dernières paroles de Mami Nyonga sur ce plateau. C'était un bonheur pour nous de la recevoir, surtout de recevoir des conseils d'une femme, d'une godasse, on va dire, d'un modèle pour la jeunesse africaine. Et nous, ici à HTV, on a accepté ces conseils. On vous demande à vous aussi de le faire et de prendre exemple sur les modèles positifs. C'est un plaisir de vous avoir ce soir. Prenons rendez-vous dans les prochaines éditions. Bonsoir.